Ok, donc après la phase d'analyse lexicale, on obtient, comme on a vu, un flot d'unités lexicales. Donc le parseur va structurer davantage ce flot et va créer à partir de celui-ci un arbre qui va représenter la structure du programme. Donc cet arbre, on l'appelle arbre syntaxique abstrait. Donc pour décrire la syntaxe du langage, donc la syntaxe de Mini-Java, qui va être utilisée par le parseur, on utilise une grammaire. Donc on va regarder la grammaire de Mini-Java. Donc c'est une grammaire sous forme de diagramme, donc c'est très pratique à lire. Donc si on regarde ici, on a le point d'entrée de la grammaire, l'axiome de notre grammaire, et ici une première règle, du coup. Alors on commence à lire la règle on commence à gauche et on se déplace vers la droite et on suit les traits. Donc là, la première chose qu'on rencontre et qu'on rencontre forcément, c'est une classe principale. Donc c'était la classe print42 dans l'exemple précédent. Et ensuite on continue. Donc si on continue tout droit, on obtient la fin du fichier. Donc en fait on a juste la classe principale. Mais ici on peut bifurquer vers la gauche et rencontrer du coup une déclaration de classe. On revient, on continue. Si on va tout droit, on aura eu une seule déclaration de classe. Si par contre on retourne encore à gauche, on en rencontre une autre, etc. Autant qu'on veut. Donc si on regarde par exemple la classe principale, elle est décrite par cette règle-là. Donc ici, on voit une première unité lexicale, le mot-clé classe, ensuite un identifiant, donc l'unité lexicale identifiant, une accolade, etc. Donc on a toute la description de la règle qui se termine ici par l'accolade fermante. Alors, juste une petite précision, en fait dans cette description, on voit les rectangles, les boîtes rectangulaires, ce sont des non-terminaux, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des règles qu'on va voir apparaître quelque part d'autre dans la description de la grammaire. Et les boîtes ovales, ce sont ce qu'on appelle des terminaux, donc des unités lexicales. Alors, cette boîte rectangulaire est un peu particulière, puisqu'on voit en fait que c'est une règle encore dans la grammaire, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'unité lexicale identifiant. Donc si on regarde la description du coup de cette règle-là, donc on a bien la description d'un identifiant, mais on s'en est occupé dans l'analyseur lexical. Donc on a directement reconnu cette règle-là dans l'analyseur lexical. Donc on voit bien que c'est la description d'un identifiant. On commence par une lettre minuscule ou majuscule ou l'underscore, et ensuite pour continuer, quand on continue, on peut utiliser des chiffres, des minuscules ou des majuscules, ou l'underscore. Donc voilà la façon de lire cette grammaire. Donc si on reprend un autre exemple, on va reprendre un dernier exemple, la règle qui permet de décrire des déclarations de classe. Donc ça, c'était la classe principale et maintenant les autres classes dans le fichier. Donc on commence toujours par le mot-clé classe, donc le terminal classe, l'unité lexicale classe. Ensuite, un identifiant. Si on continue tout droit, on n'hérite pas d'une autre classe. Sinon, si on bifurque vers la droite, on étend, donc unité lexicale extends, un identifiant, et on revient, l'accolade ouvrante de la classe, et ensuite les déclarations d'attributs. Donc il peut n'y avoir aucune déclaration d'attribut, ou à plusieurs, ou autant qu'on veut, et ensuite on continue, soit aucune déclaration de méthode, soit plusieurs, et on rencontre enfin l'accolade fermante. Alors, on va reprendre notre exemple print42, et maintenant, l'analyseur, après la phase d'analyse lexicale, on entre dans la phase d'analyse syntaxique, et notre parseur va donc nous créer un arbre à partir du flot d'unités lexicales. Donc si on regarde ce que ça donne, on va lancer Mini-Java, notre transpiler, et on va lui demander de créer l'arbre syntaxique abstrait et de s'arrêter à cette phase-là. Donc là, si on lance, on voit l'arbre apparaître. Donc ici, la racine, c'est notre programme, et les fils sont les différents éléments du programme. Donc si on regarde, le premier élément, c'est le nom de la classe principale. Donc ici, la classe print42.
Ensuite, on n'a pas de définition de classe auxiliaire, d'autres classes. Donc ici, c'est vide. Mais je vais vous montrer un exemple juste après où il y aura d'autres classes ici. On retrouve l'argument du main ici, le A. Et ensuite, l'instruction du main. Donc l'instruction, c'est un système.out.println d'une expression arithmétique. On retrouve ici le système.out.println et là on retrouve l'expression arithmétique. Donc on peut voir que l'expression arithmétique, elle a été décomposée, donc structurée, et on se sert de la priorité des opérateurs pour cela. Donc là il n'y avait aucune parenthèse, mais on va voir que l'expression elle a été correctement parenthésée. Donc le fois étant prioritaire, on met les parenthèses ici, parenthèse autour de celui-ci, et dernière parenthèse ici. Donc si on regarde, ici on a bien le mult qui est bas dans l'arbre. En fait, plus c'est bas dans l'arbre et plus c'est prioritaire. Donc on a le 2 fois 3. Ici, on a l'addition avec la constante 35. Donc on a bien, c'est toute cette expression-là, cette expression arithmétique. Et ensuite, on a le plus 1 ici. Donc les parenthèses, en fait, ne vont pas apparaître dans un arbre syntaxique abstrait puisqu'elles sont implicites dans cet arbre. Plus on est profond dans l'arbre, plus c'est parenthésé en fait. Donc genre, si je mets des parenthèses ici, autour du 2 fois 3, si je relance, on va voir qu'il n'y a aucune différence entre les deux arbres. Il n'y a pas besoin d'avoir ces parenthèses dans l'arbre. Donc comme pour l'analyseur lexical, j'ai besoin de donner un retour à l'utilisateur lorsqu'il y a des erreurs. Donc pareil, on va véhiculer des informations de position dans le fichier. Et donc là, si on affiche, alors c'est show lock. Ah, je vais pas y arriver. Alors with lock, pardon. Ok, donc c'est la même chose avec des informations de position ajoutées. Donc on a toujours les informations de position sur les identifiants, comme on avait vu lors de la phase d'analyse lexicale, mais on a ajouté maintenant des informations de position aussi sur les expressions. Donc là, on voit notre expression arithmétique, il y a des informations de position, donc ça va être l'information de position du début de l'expression arithmétique. Donc ici, ligne 3, caractère 28. Donc on retrouve bien ici, ligne 3, caractère 27 puisqu'on commence en 0, mais moi je commence en 1, donc caractère 28. Et on peut voir aussi la constante entière 1 et à la ligne 3 et au caractère 43, ce qu'on va bien retrouver ici. Ok, donc juste pour prendre un exemple un peu plus gros, on va prendre la classe extends. Donc là ici, cette fois-ci dans cette classe, on aura des définitions de d'autres classes, donc pas que la classe principale, avec des attributs, des méthodes. Donc si on lance, alors on va pas mettre les informations de position. Donc voilà, on voit ici que def cette fois-ci contient des informations. Donc on a la classe A, donc celle-ci. On va voir qu'elle n'étend aucune autre classe, donc elle n'hérite d'aucune autre classe, donc ici c'est vide. On va voir les attributs de cette classe, donc ici le A de type int. On va avoir la description maintenant des méthodes, donc ici la méthode get, qui n'a aucun paramètre formel. Son résultat est de type classe A, donc on voit le get ici, pas de paramètres là. Son résultat de type classe A. Ensuite, les variables locales, il n'y en a pas. Le core, alors en mini-java, en fait, le core, c'est tout sauf le return. Donc ici, on voit qu'il n'y a qu'un return, donc il n'y a pas de core. Et le return, donc le return, c'est l'allocation d'un objet de type A. Donc en gros, un new A, ici. Donc ensuite, pareil pour la méthode init, mais elle, cette fois-ci, elle a bien des variables locales. Donc les variables locales sont décrites, on voit le nom et le type de la variable. Donc ici, on les voit toutes en début, puisque ça c'est une restriction de mini-java.
de mettre toutes les variables en début de méthode, et ensuite les différentes instructions, puis le return. Donc les différentes instructions, on les voit ici, dans notre arbre syntaxique abstrait. Donc on met à jour la variable a, et l'expression c'est, avec quelle valeur? Donc avec la valeur de cette expression, c'est l'appel d'une méthode, donc de la méthode get, sur l'objet qu'on vient d'allouer de type a, et il n'y a pas de paramètre ici. Donc ensuite on voit les différentes instructions qui suivent jusqu'à arriver au return de fin. Donc return 0, celui qui est ici. Alors si on regarde rapidement la classe B, elle, on voit qu'elle étend la classe A, et après le reste c'est similaire. Alors, juste pour illustrer les messages d'erreur, on va faire une petite erreur. Bon, imaginons qu'on mette le extends sans S. Et si on relance, cette fois-ci, il s'arrête puisqu'il détecte une erreur syntaxique. Et il nous le dit qu'il y a une erreur syntaxique, donc à la ligne 31, caractère 9. Donc si on se place, on est ici, il a bien détecté. Ligne 31, caractère 9, on a une erreur de syntaxe. Ici, on a oublié le S. Donc on aurait pu aussi, par exemple, donc un programme qui serait correct en Java mais pas en mini Java, c'est de déclarer par exemple une variable à l'intérieur des instructions. Donc là aussi, si on lance, il va nous dire ok, je détecte un problème, ligne 20, caractère 5, et là encore une fois, ça nous a bien indiqué la bonne position dans le fichier. Ok, donc après cette phase d'analyse syntaxique, on va arriver à l'analyse de type. Donc l'arbre syntaxique abstrait va être donné en entrée du type shaker, donc de l'analyseur statique de type, et il va nous produire soit tout va bien, donc il n'y a pas de problème, l'arbre syntaxique abstrait est passé à la phase suivante, ou alors un message d'erreur va apparaître pour nous dire par exemple si on a genre cette instruction et que B n'hérite pas de A, et bien là le type shaker va nous sortir une erreur en nous indiquant la cause de cette erreur. Par contre, si on avait ça, là c'est autorisé puisque B est bien un A. D'autres erreurs, ça serait par exemple aussi si je fais A.méthode M1 avec 42 est vrai, le type shaker regardera est-ce que j'ai bien une méthode M1 dans la classe A. Si oui, est-ce que elle reçoit bien deux paramètres, donc le premier est de type entier et le deuxième est de type booléen.